Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, Conakry abrite depuis ce matin 2 événements majeurs sur la sécurité maritime. La 15e réunion du comité de contrôle des navires et la 3e réunion du MOU d'Abuja. Ces 2 rencontres regroupent experts, autorités portières et acteurs clés du secteur venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Rentrée scolaire 2025-2026, encadreurs et enseignants ont repris le chemin de l'école et les cours ont effectivement démarré ce lundi. Aux États-Unis, les Guinéens vivant dans ce pays ont célébré le 67 ans de l'indépendance de la Guinée, occasion réaffirmer leur soutien aux actions du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La capitale guinéenne a vibré au rythme de l'ambition et de la foi en l'avenir à l'occasion du forum Impact Investing in Guinée organisé par Afro Global Connect en partenariat avec le gouvernement guinéen. Ce rendez-vous d'envergure a réuni entrepreneurs, investisseurs, décideurs publics et jeunes innovateurs, auteurs d'une même conviction. La Guinée détient en elle-même les clés de sa propre prospérité, véritable plateforme de réflexion et d'action. Le forum a mis en lumière la génération d'acteurs économiques déterminés à transformer les défis du pays en opportunités. Compte rendu, Fatoumata Kourouma. À Conakry, l'espoir et la détermination se sont donné rendez-vous. Entrepreneurs, décideurs publics, investisseurs et jeunes visionnaires se sont retrouvés autour d'un même idéal, bâtir la prospérité de la Guinée par les Guinéens et pour les Guinéens. Placée sous le thème Impact Investing in Guinea, la rencontre a mis en lumière une nouvelle génération d'acteurs économiques décidés à transformer les défis du pays en levier de croissance, d'emploi et de dignité. Les différents panels ont rassemblé des figures majeures des secteurs du BTP, de l'agroalimentaire, de la finance, des mines et des technologies, venus partager leur parcours, leur réussite et surtout leur foi dans le potentiel du pays. Tous ont réaffirmé une conviction commune. La Guinée d'aujourd'hui offre un terrain fertile à l'investissement responsable et durable. Nous sommes l'entreprise guinéenne qui a été retenue pour exploiter la mine de Simandou au compte de Rio Tinto. Et ce qui est important dans tout ça, l'opportunité a été donnée à l'entreprise guinéenne de charger le premier minerai de fer de Simandou. Et ce minerai sera chargé par GPC et ses équipes. Aujourd'hui, GPC est en charge de transporter les biens et services du projet Simandou des différents ports de Conakry pour les sites miniers. Aujourd'hui, nous disposons de 200 camions avec des Guinéens qui tournent 24 heures sur 24 pour transporter des biens et services du port de Moribaya pour le site de Rio Tinto. Nous avons 1500 Guinéens qui travaillent avec nous sur ce projet. Pour moi, aujourd'hui, la Guinée, c'est le pays d'opportunités. Il n'y a aucun domaine dans lequel vous pouvez aujourd'hui, pour moi, investir où vous allez dire que c'est déjà fini. Donc, c'est un pays qui est plein d'opportunités. Et moi, tous les matins, quand je me réveille, je dis, je vais encore mieux faire. Qu'est-ce que je peux apporter plus? Et l'entrepreneur, comme j'ai toujours dit, c'est celui qui essaie de monétiser. Il cherche un problème qui existe, il trouve cette solution et il le monétise. Et aujourd'hui, chez nous, il y a plein de choses à monétiser. Beaucoup parmi eux sont des jeunes Guinéens formés à l'étranger qui ont fait le choix courageux de revenir au bercail pour adapter les modèles mondiaux aux réalités locales, dans le but d'offrir à leurs compatriotes des solutions modernes, simples et accessibles. Moi, particulièrement, j'avais envie d'améliorer les conditions de vie de la Guinée et je me disais, tout ce que je voyais ailleurs, j'avais envie que ça existe dans mon pays. Donc, étant déjà dans le domaine de l'aviculture, et quand j'ai vu que je pouvais aller dans un supermarché, ouvrir les portes d'un frigo et prendre tranquillement un poulet qui était prêt à cuisiner tout propre et faciliter la vie des gens, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans.
Donc, c'est justement pour que ça existe dans mon pays et que ça puisse créer de l'emploi aussi et que ça puisse aider la communauté dans laquelle les activités se font. C'est juste du patriotisme, je vais dire. Et ce n'est pas facile, mais on continue à le faire. Cette dynamique entrepreneuriale s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dont la politique de valorisation du contenu local encourage les entreprises nationales à devenir de véritables moteurs de croissance. Grâce à cette orientation stratégique, plusieurs sociétés guinéennes emploient aujourd'hui des milliers de jeunes et participent activement à la construction de la souveraineté économique du pays. Les échanges ont permis de mettre en avant plusieurs exemples de réussite à l'image du partenariat conclu entre le gouvernement et une plateforme bancaire 100% guinéenne chargée de verser les allocations des boursiers guinéens à travers le monde. Un geste fort, symbole d'une Guinée qui s'affirme, s'organise et se fait confiance. Une Guinée d'abord pour ses enfants, ensuite pour l'Afrique et pour le monde. Paycard est la société qui a gagné l'appel d'offres pour le paiement des boursiers à l'extérieur. Les boursiers à l'extérieur, avant, ils étaient payés au cash, donc le transfert était fait dans les ambassades et c'est les ambassades qui les payaient au cash, ce qui créait beaucoup de problèmes parce qu'il fallait qu'ils quittent les universités pour venir. Donc en 2022, nous, on a eu l'opportunité de répondre à l'appel d'offres déjà du ministère de l'enseignement universitaire pour le paiement des pécules en République de Guinée. Alors, on a postulé avec beaucoup de sociétés et pour vous dire, l'un des facteurs qui a fait basculer, c'était le fait déjà que la plateforme était très bien, mais aussi qu'on était contenu local à 100%. Ça a fait basculer à notre faveur, on a eu ce marché. La cérémonie a été présidée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de conseillers de la présidence et de représentants de plus de 31 pays venus saluer cette initiative porteuse d'avenir. Au nom du gouvernement, le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a rappelé que la Guinée ne doit plus être vue comme une terre d'extraction, mais comme une plateforme d'opportunités et de partenariats équitables. Chers amis de la Guinée, nous vous accueillons à bras ouverts dans un paradigme que la Guinée n'attire pas et retient. Mais vous savez, depuis le 5 septembre, la Guinée accueille, mais elle retient. Notre programme de développement socio-économique durable, prôné par son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Il est commandant en chef des forces armées. Mes chers amis, il est le commandant en chef en investissement, le commandant en chef de partenariat, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui en Guinée. C'est ici que l'investissement d'impact prend tout son sens. Nous ne cherchons pas seulement des capitaux en Guinée, nous cherchons des partenaires de confiance, prêts à investir dans une vision à long terme avec des retombées sociales, environnementales et mesurables. Nous voulons que chaque dollar investi dans nos projets ait un double rendement, un rendement économique, mais aussi un rendement sociétal. Sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée s'est engagée résolument à bâtir une économie souveraine, inclusive et durable. Aujourd'hui, à travers ce forum, cher Diom et toute votre équipe, nous lançons un appel clair. Faisons du projet et du programme Simandou l'exemple africain par excellence. Cet événement est organisé par Afro Global Connect en partenariat avec le gouvernement guinéen. Je suis revenu pour vous dire, mon frère, je suis avec vous sur ce combat. Cette jeunesse est avec vous sur le travail que vous êtes en train de faire. Parce que je sais, je connais et je le vois, ces sacrifices que vous êtes en train de faire pour ce beau pays et pour le continent. Et moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai toujours rêvé de voir un de nos pays qui peut comprendre le pouvoir du branding, le pouvoir du storytelling, le pouvoir de pouvoir raconter notre propre histoire. Parce que depuis longtemps, c'est les autres qui le font. Mais vous l'avez commencé, et de là-bas, je suis venu à vos côtés pour qu'on puisse bosser ensemble pour rendre ça possible. Aujourd'hui, au-delà de ce travail que vous êtes en train de faire, 2 ans, 3 ans après ça, Guinée is B+ now, dérisqué dans le monde entier. C'est un pays qui est maintenant
deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est articulée autour de plusieurs panels thématiques. Celui consacré à la souveraineté économique a réuni le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sila, le ministre de l'Économie et des Finances, Mourana Souma, et Mme Maïmouna Diarabi, conseillère économique à la présidence. Un autre panel dédié à la vision Simandou 2040 a réuni le président du conseil d'administration de la CTG et des entrepreneurs nationaux et internationaux. Les discussions ont montré que Simandou, en plus d'être un projet minier, est aussi un catalyseur d'innovation, d'emploi et d'énergie durable au service d'une Guinée compétitive. Ce projet, il est différent des autres parce que la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a été très claire dès le début. Et c'est de faire de Simandou un catalyseur pour l'économie guinéenne. Pour le faire, le président a instruit de commencer ce travail pendant la période de construction. Donc, depuis la période de construction d'abord, les questions de contenu local, en termes de création d'emplois pour les Guinéens, les opportunités d'affaires pour les Guinéens et de transfert de technologies pour les Guinéens a été prise en compte. Vous le disiez, à un moment, près de 60 000 Guinéens travaillaient sur ce projet-là. Et la deuxième chose au niveau de la construction, c'est de s'assurer que le transguinéen devienne la colonne vertébrale de l'économie guinéenne. Si j'avais 20 ans aujourd'hui et que je commençais ma carrière, je la commencerai en Guinée. Wow. Parce que il faut comprendre que la Guinée est en train de devenir le poumon de l'économie régionale et que ça va générer des opportunités extraordinaires. Et ce n'est pas des paroles en l'air parce que le plus dur a été fait. Le plus grand projet d'infrastructure en Afrique est fait en Guinée. Les plus grands investisseurs dans le domaine minier et industriel sont déjà en Guinée. Et ce développement minier va permettre de créer des infrastructures portuaires, des infrastructures ferroviaires qui vont faire naturellement que la Guinée devienne le hub, le point d'entrée et le point de sortie de l'Afrique vers le monde. La Guinée existe depuis bien longtemps, qui est indépendante depuis 67 ans, mais qui aujourd'hui, pour la première fois, a atteint un niveau de lumière sur le plan international jamais atteint. Et ça, c'est très important de se rendre compte de ça. C'est qu'on a la Guinée la plus facile depuis son indépendance, grâce aux efforts qui ont été faits par le président, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, et tous les acteurs qui permettent de faire de la Guinée aujourd'hui cette étoile, cet Eldorado en Afrique de l'Ouest. Le dernier panel, tout aussi captivant, a rassemblé le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, aux côtés de personnalités africaines de renom, autour d'un échange constructif sur la valorisation du potentiel touristique et culturel de la Guinée, ainsi que sur le rôle central de l'éducation, véritable pilier du programme Simandou 2040. La dernière fois qu'on était là, j'ai eu à rencontrer plusieurs jeunes avec qui j'ai échangé. Vous réalisez le génie, vous réalisez la vision qu'ils ont. Et vous réalisez le potentiel de ces gens. Ça existe. Les Guinéens, franchement, je ne suis pas sûre que les Guinéens réalisent le potentiel qu'ils ont dans ce pays. On a eu à faire le tour. Après qu'on ait fait le tour, je me suis dit, mais il y a tout ça en Guinée. Mais c'est incroyable, il y a tout ça en Guinée. Et on a eu échangé avec des jeunes également. Et vous voyez, des jeunes qui rêvent, des jeunes qui savent que c'est possible. Oui, bien sûr, les médias sont extrêmement importants. Les films, c'est une chose, mais je pense que ça commence avec les influenceurs. Non, ça commence sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la propagande, ce à quoi vous faites référence est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps par les empires puissants. Et vous avez mentionné la CIA utilisant la propagande à Hollywood, et c'est tout à fait correct. Mais la plupart des gens voient la propagande d'un point de vue négatif, mais il pourrait aussi y avoir une propagande positive. Ce continent a été victime de propagande négative pendant très longtemps, et c'est fait intentionnellement. Ce que je représente, c'est l'importance fondamentale de l'éducation en Afrique. Ce que je promeus et pourquoi je travaille très assidûment, c'est créer un nouveau précédent de ce qu'il faut pour éduquer les jeunes Africains.
Là, nous avons des esprits incroyables sur ce continent, n'est-ce pas? John Young est l'un d'eux. Vous avez parlé de lui en termes élogieux. C'est quelqu'un qui vous a cultivé. Et c'est un exemple de l'importance pour les jeunes d'être exposés aux bonnes opportunités au bon moment. Et donc, quand nous arrivons ici et que nous voyons de la brillance, et que nous voyons de la beauté, et que nous voyons des idées brillantes et des infrastructures se développer, c'est encourageant, n'est-ce pas? Mais nous sommes humbles parce que nous avons été coincés avec ce mythe dans notre tête. Et je pense qu'une de nos missions est d'aider à changer ce récit. Et donc, nous voyons des entrepreneurs comme vous, nous voyons des esprits brillants comme nous l'avons fait hier, et entendre tous les projets qui se déroulent et toutes les choses qui arrivent pour l'avenir, cela leur raconte une histoire qui est complètement différente. Et donc, nous sommes ici pour aider notre public à voir la beauté qui se passe, la construction qui se déroule et toute la brillance que l'Afrique a à offrir spécifiquement en obtenant. Clôturant la journée, le ministre Djiba Diakité a visité les stands d'exposition des entrepreneurs guinéens. Dans une ambiance conviviale, il a échangé avec les porteurs de projets et salué le génie créatif et la résilience de cette jeunesse qui incarne la Guinée nouvelle. Impact Investing in Guinée, c'est la démonstration d'une Guinée qui croit en elle-même, qui investit dans sa propre réussite et qui inspire par son audace. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, la Guinée avance, assume ses choix et pose les bases d'un développement fondé sur la confiance, la compétence et la fierté nationale. Conakry accueille aussi 2 événements majeurs pour le secteur maritime régional. Il s'agit de la 15e réunion du comité de contrôle des navires par l'État du port et la 3e réunion du bureau du MOU d'Abuja. Au cours de ces 2 réunions de 4 jours, experts et autorités portières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont échanger sur les défis de sécurité et de conformité des navires. L'ouverture des travaux ce matin a été présidé par le ministre des Transports Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Reportage Abraham Christophe Conté. Dans cette salle se déroulent au même moment 2 activités avec les mêmes acteurs. Il s'agit de l'ouverture de la 15e réunion du comité de contrôle des navires par l'État du port. L'autre activité, c'est la 3e réunion du bureau de MOU d'Abuja. Ces 2 activités majeures sont organisées par l'agence de navigation maritime ANAM. Le lancement de ces 2 activités devrait permettre à ces acteurs de réexaminer les politiques existantes et de définir de nouvelles stratégies pour renforcer la surveillance des navires battant pavillon étranger en Guinée. L'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir éradiquer tous les navires qui sont sous normes. Disons, les navires qui ne sont pas en voie de bras, il faut essayer d'éradiquer tous ces navires. Pendant les 4 jours, ce sera des réunions techniques, les procédures d'instruction des navires et les mécanismes d'harmonisation de contrôle. We have to give Après tout cela souligne le caractère très sérieux de la Guinée dans le secteur maritime. Ces rencontres se tiendront sur 4 jours. Elles regroupent 22 États de MOU d'Abuja, de la Mauritanie et de l'Afrique du Sud. La démarche consiste à réévaluer les protocoles de contrôle, mais également évaluer la mise en œuvre des précédentes recommandations et de planifier les actions pour la période à venir. Toute activité qui est relative à l'activité maritime est vraiment importante pour nous. C'est vraiment un honneur pour nous de prendre part à ce rendez-vous. La 15e réunion statutaire du MOU d'Abuja se tient au moment où nous faisons face à de nombreux défis en matière de sécurité de la navigation, de lutte contre la pollution marine, des conditions de vie, de personnel à bord des navires et de façon générale de la contribution du secteur maritime dans nos économies respectives. À cet égard, le contrôle des navires par l'État du port doit être un volet important à intégrer dans les politiques nationales pour libérer tout le potentiel de l'économie bleue. Ces réunions vont permettre de réaffirmer l'engagement des États membres du MOU d'Abuja à travailler ensemble pour garantir la sécurité maritime et la protection de l'environnement dans la région. Si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour assurer la conformité des navires, la sécurité des marins et la protection des écosystèmes marins.
Dans le domaine portuaire, toujours un violent incendie s'est déclaré la semaine passée à Kamsar, provoquant d'importants dégâts matériels et laissant plusieurs familles de pêcheurs sans ressources. En signe de compassion, le gouvernement, à travers le ministre de la Pêche, s'est rendu sur place pour soutenir les sinistrés. Il a profité de cette visite pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille mortière qui a perdu 2 personnes qui ont été foudroyé en mer quelques heures après l'incendie. Reportage Al-Gassimouba. C'est dans une atmosphère encore marquée par la tristesse et la désolation que le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, à la tête d'une forte délégation, a été accueilli à Kamsar. L'incendie survenu il y a quelques jours a réduit en cendres plusieurs équipements de pêche, plongeant de nombreuses familles dans le désarroi. Touché par cette situation, le ministre Fassou Théa est venu remettre des intrants de pêche destinés à aider les sinistrés à reprendre leurs activités. Le drame survenu et qui a causé la calcination de 41 moteurs hors bord, des filets et d'autres, mais nous sommes profondément touchés. 10 moteurs hors bord de 15 chevaux qui sont là, que nous allons remettre humblement à monsieur le préfet qui va remettre à la corporation en attendant l'évaluation des dégâts. Cela doit vous conforter parce qu'il s'agit là d'un homme qui a bien voulu tracer ce chemin pour que chaque Guinéen se sente dans ce bateau, se sente dans ce train qui a démarré. Un geste salué par les bénéficiaires qui voient en cette aide un véritable espoir de relance. Cet appui nous redonne du courage. C'est la première fois pour nous qu'un cri de cœur est répondu à l'immédiat. En marge de cette remise, le ministre s'est également rendu dans la famille mortuaire qui a perdu 2 personnes qui ont été foudroyées pour présenter les condoléances du gouvernement. Ce déplacement du ministre de la Pêche se veut un message fort de solidarité et de proximité avec les populations touchées par le drame. Une visite qui redonne espoir aux habitants de Kamsar. À présent, parlons du projet de construction du barrage hydroélectrique d'Amaria sur le Concouré. Le projet avance à la satisfaction de tous. À date, la réinstallation des communautés touchées par le projet est en cours. Des centaines de ménages sont concernés. Reportage Mamadou Alpha Baldi. Pendant que le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Amaria avance, la relocalisation des communautés impactées se met en place avant le remplissage du réservoir. Environ 1800 ménages et 102 villages seront partiellement ou entièrement impactés. Les nouvelles cités déjà sorties de terre sont remises aux bénéficiaires. Aujourd'hui, effectivement, on a choisi ce jour pour faire la remise des clés du premier site de réinstallation des 5 villages qui sont complètement dans le réservoir, même pas à 2 km du réservoir. Sur ce site, le projet a construit 74 logements ainsi que des infrastructures publiques telles qu'une école primaire, un poste de santé, une mosquée, un marché et 2 forages. Le site couvre une superficie de 130 000 m², soit 13 hectares. Le barrage hydroélectrique d'Amaria aura une capacité de 300 MW avec des lignes de transport de 85 km jusqu'à Manéa et 100 km jusqu'à Bel Air. La remise de ces clés s'inscrit surtout dans la dynamique du strict respect des clauses environnementales et sociales du projet. Vraiment, je suis content. Je ne peux que remercier le gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. J'ai vu la maison, elle est vraiment jolie. Nous avons quitté nos maisons, mais on retrouve des maisons aussi dignes que celles que nous avons laissées. Avec un investissement de plus d'1 milliard de dollars, le barrage hydroélectrique d'Amaria sera l'un des plus imposants sur le Concouré, avec 812 mètres de hauteur.
Inauguration à Sigiri de l'Académie d'alphabétisation en langue française, une structure d'apprentissage composée de salles de classe, de latrines et de bureaux accueillant plus de 1500 apprenants, notamment les travailleurs de la SAG peu qualifiés qui tous ont certes des connaissances dans leur corps de métier respectif, mais qui ont besoin de certains fondements en français. Reportage ça, Martin Fancinadouno. Le secteur minier, dans sa mission de contribuer à l'essor de l'économie nationale, entend investir dans le capital humain. À Sigiri, la société anglo-gorde Argentie de Guinée, SAG, partage bien cette vision du gouvernement définie dans le programme Simandou 2040 en son pilier 2, éducation. Elle a construit une académie d'alphabétisation en langue française comprenant 5 salles de classe, un bureau et un bloc de latrine conçus pour accueillir plus de 1500 apprenants. Notre objectif, c'est que les jeunes et les communautés qui nous entourent puissent avoir plus de compétences, plus de compétitivité, parce que cela rentre dans le cadre général du développement du pays. Inaugurée ce lundi par le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, cette académie est destinée à un public divers, employés directs de la SAG, travailleurs des entreprises sous-traitantes non qualifiées et ceux en attente d'être recrutés, membres des forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, armée, ainsi que des jeunes des communautés riveraines impactées par les activités minières de la SAG. Les attentes, comme moi je le vois, c'est que ça donne l'opportunité à ceux qui n'ont jamais eu la chance d'une éducation de l'avoir, que eux, ils peuvent réaliser la meilleure possibilité pour eux. Ça donne les meilleures possibilités dans la communauté. Cette initiative permet d'élargir l'accès à l'apprentissage formel pour toutes ces catégories de travailleurs, souvent peu scolarisés et non scolarisés, afin de les aider à améliorer leur capacité à lire les contrats, les consignes de sécurité et les communications officielles, contribuant ainsi à l'autonomie des bénéficiaires. Le peu que nous on a eu, c'est à travers de ça aujourd'hui. Moi je fais mon rapport à la logistique. Même si quand les gens viennent, parce que je suis magasinier, même si quand les gens viennent aujourd'hui avec leur numéro de réservation, je suis capable d'imprimer tout ça là, et je suis capable de servir encore les gens. Nous sommes obligés d'améliorer de manière continue les niveaux de formation de nos enfants et des communautés riveraines afin que demain, que les gens ne dépendent pas de l'exploitation minière, mais qui dépendent d'autres choses. Ça permet d'élargir l'assiette économique du pays. Et cette initiative est en ligne avec cette vision du président de la République, les relations entre les entreprises et les communautés, mais également en privilégiant l'investissement sur le capital humain, qui est la seule clé du développement. L'ouverture de l'académie d'apprentissage représente renforçant ainsi l'inclusion sociale, développant le capital humain local et améliorant la relation entre la SAG, ses employés, les forces de sécurité et les communautés riveraines. Volet éducation avec la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 6 octobre 2025. Ici à Conakry, les encadreurs se sont rendus massivement dans les salles de classe, mais par endroits, on constate l'absence de certains élèves aux grandes dames des autorités éducatives. Abdulaziz Baldé a fait le tour dans certaines écoles de la capitale. Voici son compte rendu. Après 3 mois de grandes vacances, les élèves de Conakry, à l'instar des autres localités du pays, ont repris le chemin de l'école ce lundi 6 octobre 2025. Très tôt ce matin, notre équipe de reportage s'est rendue dans un établissement public situé à Antanor, dans la commune de Tombolia. Ici, avant 7h45, les élèves se soumettent à un exercice civique sur l'initiative des responsables de l'école. Après la montée des couleurs, élèves et enseignants rejoignent les salles de classe avec enthousiasme. Nous sommes très motivés pour l'année 2025-26
Les élèves, vous avez observé, lors de la montée des couleurs, certains étaient présents, ils viennent encore petit à petit. L'examen se prépare dès le premier jour. Moi, je suis prête là où je suis. C'est pour cela que je suis là dès le matin. Aujourd'hui, je remplis mes devoirs. Et ceux qui sont à la maison, je les encourage de venir. Après la commune de Tombolia, en passant par Matoto jusqu'à Ratouma, la reprise est effective. Dans les salles de classe, l'affluence est morose par endroits, mais le corps enseignant est au complet. On constate qu'il y a beaucoup d'enfants encore à la maison. Il faudrait que les parents acceptent de libérer les enfants. Et quand les enfants restent à la maison, les professeurs sont déjà dans la dynamique d'administrer les cours. Ils ont déjà commencé. Et il y a une progression qu'ils sont en train de suivre et cette progression ne s'arrêtera pas. Je suis très contente et puis je suis contente de retrouver ma nouvelle salle, la 11e année. Dans la commune de Kaloum, en passant par Bessia, Matam jusqu'à Dixine, élèves et encadreurs suivent la feuille de route du département pour la rentrée sans fausse note au compte de l'année 2025-2026. Les enseignants sont là à 100%. C'est les élèves qui sont là à 50-60%. Nous, depuis... On a préparé les documents, tout est sur place parce qu'il y a eu pré-rentrée. La DCE était là, on a contrôlé tout. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que les enfants sont venus. C'est une joie énorme pour nous. Au ministère en charge du préuniversitaire, toutes les dispositions sont prises pour une rentrée réussie avec la fourniture des intrants accompagnée de nouveaux programmes. Améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage reste la principale mission des autorités éducatives. L'Association des jeunes pour le renouveau de Hamdallaye fait des heureux en ce début d'année scolaire. Ce sont des kits scolaires destinés aux enfants orphelins. Le geste vient ainsi faciliter le bon déroulement des cours de ces enfants vulnérables. Reportage Maïmouna Beladialo, Alpha Agaba. Au quartier Hamdallaye, en cette rentrée scolaire, les enfants démunis ne sont pas occultés. L'Association des jeunes pour le renouveau de Hamdallaye fait parler son cœur. Ces enfants bénéficient de kits scolaires pour faciliter le bon déroulement des cours. L'association qui œuvre en grande partie dans l'humanitaire depuis sa naissance. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans cette lancée que nous avons mûri cette idée d'approcher les orphelins. Et surtout eux, les orphelins, en plus des personnes, des enfants démunis, voilà, pour leur adresser ces kits en guise de soutien vis-à-vis de la rentrée scolaire. Ce geste est d'une haute portée sociale. Il est hautement salué par les bénéficiaires ainsi que les autorités locales. Je suis très ravie de cette ONG. Ce n'est pas la première fois. C'est une équipe vraiment qui se décarcasse pour le quartier, pour les enfants démunis. Cette fois-ci, compte tenu de la situation de certains parents d'élèves, ils ont préféré donner coup de main aux parents en matière de manuel scolaire. C'est une association qui, depuis des années, est en train de poser des jalons allant dans le sens à accompagner la politique nationale mise en place par le gouvernement actuel. Prochain champ d'action de l'association des jeunes pour le renouveau de Hamdallaye, poursuivre les actions humanitaires pour le bien des enfants vulnérables de Conakry. Lancement d'un séminaire consacré au renforcement des capacités des équipes de gestion des institutions d'enseignement supérieur. La rencontre présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur Alpha Bakar Barry intervient à l'approche de la rentrée universitaire annoncée pour le 20 octobre prochain. Reportage Mounir Bari. C'est une session de renforcement des capacités placée sous le sceau de la consolidation des acquis et des réformes engagées ces dernières années. Elle regroupe les recteurs, les directeurs généraux, le personnel administratif et financier des institutions. À cette rencontre de Conakry, de grandes ambitions et innovations sur la planification stratégique, la gestion financière ou encore la transparence au sein de l'appareillage de l'administration universitaire sont annoncés. Nous avons besoin que le système soit renforcé pour que le travail soit beaucoup plus fluidifié et pour que l'enseignement supérieur puisse continuer à rayonner. Donc ce séminaire vient à point nommé. C'est sa deuxième édition, puisqu'elle permettra de renforcer les capacités des équipes, de partager les mêmes, bâtir ensemble une vision commune
pour un fonctionnement harmonieux de notre sous-secteur. À l'orée de la rentrée universitaire prévue le 20 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national, le chef du département entend redorer le blason de l'enseignement supérieur guinéen en vue d'une meilleure gouvernance académique des institutions. C'est un séminaire qui devient une tradition parce que nos équipes de gestion dans les institutions d'enseignement supérieur ont besoin soit de formation initiale, soit de formation continue, en tout cas de mise à jour et de mise à niveau, afin que l'on puisse avoir une année académique fluidifiée sans problème, que les institutions d'enseignement supérieur soient dotées d'un personnel qualifié pour la gestion financière et administrative. Dans les perspectives de pérennisation des réformes engagées dans le secteur, le ministre Alpha Bakar Bari annonce l'institutionnalisation de cette activité qui vise à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Dans l'actualité encore, lancement des travaux de traitement des points noirs sur la route nationale RN2 Mamoun-Farana. À l'origine de cette initiative, la structure Tous Unis pour Farana, dirigée par Sidiki Bamara, fils du terroir. Ce lancement vient soulager les usagers souvent confrontés à des pannes à répétition sur ce trajet. Reportage Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. La reconstruction de la route nationale RN2 reliant Mamou à Farana est déjà prévue par l'État guinéen. Mais bien avant le lancement officiel des travaux de bitumage, la structure Tous Unis pour Farana a décidé d'accompagner le gouvernement à travers une action citoyenne, l'enlèvement des points noirs sur une dizaine de kilomètres. C'est un travail qui a été initié par un fils de Farana, à la personne de Elhadj Sidiki Bamara. On a beaucoup de personnes ailleurs qui interviennent. Lui aussi, à son tour, il a pensé à boucher les trous de Sulemania jusqu'au camp. Ça y va dans l'intérêt même de la nation entière. C'est ça l'idéal que veut le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Des initiatives à la base qui peuvent fondamentalement supporter ce qu'ils ont envie de faire. À travers cette initiative, ces points noirs, autrefois un véritable casse-tête pour les usagers, sont désormais en voie de disparition, au grand soulagement des conducteurs et habitants de la zone. Nous savons tous qu'entre Mamou et Farana, le tronçon est un véritable calvaire. Mais si un fils ressortissant de Farana prend l'initiative sur lui-même pour combler les nids de poules, je pense que c'est une bénédiction pour les usagers et pour ça on le remercie. La structure Tous Unis pour Farana multiplie les actions concrètes en faveur du développement communautaire. Outre cette opération, d'autres chantiers sont également lancés, notamment la reconstruction de la tribune centrale au cœur de la ville de Farana. Par ailleurs, une réhabilitation complète du stade préfectoral Feu Arfan Oularé est envisagée, ce dernier présentant aujourd'hui un état d'insalubrité avancé. À Mandiana, une mission de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale AGE était récemment sur les sites des sociétés minières. La mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale par ces sociétés évoluant dans la préfecture ont été passées en revue. Reportage Elhadj Fodé Bangali Fofana. Évaluer la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets de développement et sociétés minières évoluant dans la préfecture de Mandiana, tel est l'objectif principal de cette mission venue de la Direction générale de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. Après plusieurs semaines de travaux sur le terrain, la mission rencontre les membres du comité préfectoral chargé du suivi de cette mise en œuvre pour la restitution. Cette restitution a été mise en place pour faire avec les membres du CP7. Tous ces comités-là aujourd'hui sont installés dans les trois préfectures de la Guinée. C'est eux qui font le suivi des proximités. L'application de ces recommandations-là auprès de ces sociétés dépend de vous. Le constat est un peu alarmant. Parce qu'arrivé à un certain niveau, il faut qu'il y ait un contrôle. Il ne s'agit pas parce que c'est des sociétés minières, il faut qu'il y ait un suivi, une proximité. C'est juste mettre en valeur et un comité qui est mis en place à travers l'arrêté 41-14 portant la création, organisation et le fonctionnement des comités préfectoraux de suivi environnemental et social. Aussi bien à Sidikila qu'à Kondianakoro, sur les différents sites, le constat est très alarmant. L'environnement se trouve fortement dégradé par l'exploitation minière, les carrières sont ouvertes un peu partout
et pour la plupart abandonnés. L'environnement est un domaine qui concerne tout le monde. Au niveau de notre domaine qui est précisément l'agriculture, la plupart de nos torts sont indemnisés aujourd'hui par la société minière. Et qui parle d'indemnisation du sol, parle de l'abandon de ce sol par les paysans. Une fois que les paysans abandonnent le sol, ils n'ont pas où aller. Il s'agit de renforcer la gouvernance environnementale, améliorer le suivi des sociétés minières et autres projets et garantir la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans nos communautés. Restons avec les collectivités locales pour parler de la toute première session semestrielle de l'Agence nationale de financement des collectivités à Conakry. La rencontre réunit différents acteurs pour discuter de la transparence dans la gestion et la gouvernance locale. Reportage Abdoulaye Kassila, Marwan Kamara. Dans les locaux de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, les membres du conseil d'administration et les partenaires institutionnels se retrouvent autour d'une même table. Ils échangent sur la bonne gouvernance et le développement durable des collectivités locales. Au menu de la rencontre, la présentation du rapport d'activité de l'ANAFIC sur les 5 dernières années, l'examen et la validation du plan de travail du budget annuel 2025. Il s'agit de la mise en œuvre effective du FNDL, du FODEL et du FODECOM. Le financement de projets locaux visant à améliorer l'accès aux infrastructures de base. L'instauration de mécanismes de planification locale participative, renforçant la transparence et l'appropriation citoyenne. La montée en puissance de l'ANAFIC comme outil central de la réforme de la gouvernance locale. Cette première session semestrielle de l'ANAFIC a permis de valider les outils de gouvernance interne et de tracer les grandes orientations stratégiques pour les mois et années à venir. Durant ces examens, ces documents ont fait l'objet de validation par le conseil d'administration sous réserve de certains amendements qui vont être intégrés. Il y a eu des recommandations qui ont été faites à l'ANAFIC dans le cadre de son rayonnement, du renforcement de l'impact de ses activités auprès des collectivités locales. Cette initiative reflète l'ambition de l'ANAFIC à renforcer la transparence et la bonne gestion des fonds destinés aux collectivités pour un développement local durable. Et puis, ce communiqué relatif au paiement des transporteurs, des planteurs d'EVA et de palmiers à huile. La direction générale de la SOGIPA SA porte à la connaissance de l'ensemble des transporteurs, des planteurs affiliés et privés, des unions des planteurs de Yéké et de Bignamou que les paiements au titre du mois de juillet 2025 débutent ce mardi 7 octobre 2025 conformément au programme ci-dessus. Du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025 pour les transporteurs et planteurs affiliés et privés payés par virement. Du mercredi 8 au samedi 11 octobre 2025 pour les transporteurs et planteurs affiliés et privés payés au cash. À cet effet, les transporteurs et les planteurs concernés sont priés de bien vouloir se rapprocher des directions des plantations familiales et industrielles pour toute information ou clarification liée au dit paiement. Conakry, le 4 octobre 2025, signé le directeur général, M. Julien Dramou. Santé, un vent de modernisation souffle sur l'hôpital régional de l'Abbé. Le nouveau centre de tri promet de réduire les risques de contamination. Il va également fluidifier le parcours des patients, une avancée qui répond aux priorités du gouvernement en matière de couverture sanitaire universelle. Sarafdine Diallo, Sona Sagnon. Le nouvel espace de tri de l'hôpital régional de l'Abbé va désormais permettre d'identifier rapidement les cas d'urgence, d'orienter les malades vers les services appropriés et réduire les risques de contamination. Objectif, renforcer la sécurité sanitaire et fluidifier le parcours des patients pour un meilleur fonctionnement de l'établissement. Au nom donc du personnel de santé de notre région, nous nous engageons
à mieux exploiter cette infrastructure et faire une extension dans tous les hôpitaux de la région. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, inscrit cette initiative dans le cadre du plan national de développement sanitaire et social. L'atteinte de la couverture sanitaire universelle reste une priorité. Votre présence massive témoigne de votre engagement envers l'amélioration de notre système de santé et votre solidarité avec les efforts que nous déployons pour offrir des soins les plus efficaces, plus sûrs et plus humains à nos paisibles populations. Avec ce centre de tri, l'hôpital régional de l'Abbé se dote d'un outil moderne qui s'ajoute aux nombreuses réformes administratives, en ressources humaines et en infrastructures déjà engagées pour améliorer l'offre de soins. Je vous l'annonçais dans les titres, les Guinéens établis aux États-Unis d'Amérique ont fêté l'indépendance de la Guinée, cette fois-ci en présence du ministre des Affaires étrangères. L'occasion pour Dr Maurice Sanda Kouyaté, en séjour à Washington, d'interpeller chaque citoyen sur les enjeux du développement économique de la Guinée sous l'impulsion du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Reportage Guéné Yansani. C'est une célébration en différé dans une ambiance des grands jours de la Guinée pour fêter à Washington et comme il se doit l'indépendance d'un pays engagé à conquérir sa souveraineté économique 67 ans après celle politique. Nous devons nous inspirer du passé. De quel passé? Ceux qui ont arraché cette indépendance pour la donner à notre peuple, à notre pays. Le premier responsable d'entre eux avait 36 ans quand la Guinée avait cette indépendance. 36 ans. Aujourd'hui, nous avons à la tête de l'État un jeune président qui a presque le même âge. Donc si nous nous inspirons du passé pour construire le présent et le futur, nous sommes sur la bonne voie. Ce sont des jeunes qui ont donné l'indépendance à la Guinée et ce sont des jeunes qui vont donner la prospérité économique, politique et sociale à la République de Guinée. Pour gagner ce pari, l'administration publique est de plus en plus rajeunie, alors que les femmes restent aussi un maillon essentiel de ce combat. La République de Guinée, sous la très haute direction du général Mamadi Doumbouya, s'est engagée avec détermination dans un processus de transformation économique en valorisant ses ressources minières à travers le programme Simandou 2040, en soutenant l'initiative privée, en réalisant des infrastructures routières, hospitalières et des écoles à travers tout le pays. Le général Mamadi Doumbouya et le gouvernement du Premier ministre Amadou Ouriba sont convaincus que l'avenir de la Guinée comme celui de l'Afrique passe par une souveraineté économique réelle. Ambiance festive et parfois électrique. Mais dans la salle, les Guinéens des États-Unis n'oublient pas un projet jugé essentiel pour la vie de la communauté qu'ils espèrent voir un jour se réaliser. Il s'agit de l'acquisition d'un centre communautaire, une maison Guinée, à l'image d'autres communautés ouest-africaines où toutes les filles de notre pays se réunissent à tout moment pour diverses activités comme la présente célébration de l'indépendance. Message transmis au ministre des Guinéens établi à l'étranger qui a pris acte de ce plaidoyer et annoncé le lancement dans les jours à venir des opérations d'enrôlement des demandeurs de passeports biométriques à Washington. Au Royaume-Uni, l'an 67 de l'indépendance guinéenne a été célébré dans la ferveur. Venus de partout, ils se sont retrouvés autour de l'ambassadeur Ali Diallo pour commémorer cette journée chargée d'histoire dans l'union et la bonne humeur. Reportage Alpha Isiagaba. Cette année, l'an 67 de l'indépendance de la République de Guinée est célébré au Royaume-Uni avec l'ensemble de la communauté guinéenne. À cette occasion, les acquis sont rappelés et les autorités guinéennes félicitées pour les grandes innovations, surtout celles axées sur l'épanouissement des Guinéens établis à l'étranger. Un moment historique, cette année en 2025, où nous avons
adopté une nouvelle constitution qui marque vraiment une étape historique pour notre pays, un changement. Et une particularité pour le Royaume-Uni où nous avons l'opportunité pour la première fois de pouvoir être enrôlé, de voter, de jouer de notre droit de vote. Avec le thème de cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique, tous les Guinéens sont appelés à prendre leurs responsabilités pour renforcer les piliers de l'économie nationale. J'ai profité de cette célébration pour rappeler aux Guinéens que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, n'a qu'une seule ambition, c'est celle de transformer les fruits de notre indépendance politique en une autonomie économique au service du développement pour l'ensemble des Guinéens. Et comme en famille, un repas a été partagé, suivi d'une animation culturelle pour manifester la joie de cette célébration à Londres. Le 67e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée en Angola a été célébré sous l'empreinte de fierté, d'unité et de fraternité, une cérémonie officielle riche en symboles entre mémoire historique et diplomatie. Reportage Makeme Keleti Donzo. C'est par des accolades, des poignées de main et des mots de félicitations que les invités de l'ambassadeur de Guinée en Angola ont célébré les 67 ans d'indépendance de notre patrie. L'acte courageux posé par les pères fondateurs demeure un modèle pour toute l'Afrique francophone. Cérémonie commémorative du 67e anniversaire de l'accession de mon cher pays, la République de Guinée, à la pleine souveraineté nationale et internationale. Il y a 67 ans, nos vaillants dévanciers, animés d'un courage exemplaire et d'un esprit de sacrifice sans faille, ont choisi la voie de la liberté et de la dignité. Le temps passe, mais cette date reste gravée dans les mémoires. Elle continue d'inspirer notre République sur le chemin de développement économique et social, dans un esprit de liberté. Fière de sa glorieuse histoire et des valeurs panafricaines, inspirée par ses pères fondateurs et qu'elle a toujours porté, la nation guinéenne s'est inscrite depuis la prise de responsabilité de ses forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021 dans une dynamique de refondation qui touche tous les secteurs constitutionnels. Le discours poignant de son Excellence Guénébou Saïfon a marqué les esprits de nombreux diplomates présents dans la salle. C'est pourquoi le thème retenu cette année invite chaque compatriote à contribuer positivement au bonheur et à l'épanouissement de notre nation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.